Le retard de Monsieur l'ambassadeur étant un peu plus important que prévu, nous avons quand même décidé de commencer pour ne pas trop retarder cette manifestation. Monsieur le lauréat, Monsieur le président de la Fondation Charles Veillon, Mesdames et Messieurs les membres du jury, Mesdames et Messieurs les invités, Mesdames, Messieurs, j'ai l'honneur et le plaisir d'ouvrir cette cérémonie d'attribution du prix européen de l'essai de la Fondation Charles Veillon à Monsieur Claudio Magris. Permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter à toutes et à tous la très cordiale bienvenue à l'Université de Lausanne. La Fondation Charles Veillon et l'Université de Lausanne se sont associées depuis plusieurs années pour organiser la cérémonie de remise du prix européen de l'essai sur le site de l'UNIL. La raison en est que les deux partenaires partagent l'objectif commun de favoriser une réflexion critique sur les grandes questions qui concernent l'humain. En effet, cette notion de savoir critique est au cœur de la charte de l'Université de Lausanne. La mission de l'université est de créer et transmettre des savoirs et donc de contribuer à la formation des personnes qui feront vivre la société de demain et qui, à ce titre, devront se montrer créatives tout en étant critiques, autonomes tout en étant solidaires et surtout qui devront être responsables de leurs décisions et de leurs actes, mais aussi responsables de tout ce que nous partageons. Toutes ces valeurs sont chères à l'Université de Lausanne, qui les défend avec vigueur depuis sa création en 1537. Ces valeurs sont aussi celles que vise à promouvoir la Fondation Charles Veillon. Vous comprendrez donc que ce partenariat entre l'université et la Fondation est un signe tangible de la volonté d'ouverture que nous souhaitons affirmer haut et fort et que l'université essaye de démontrer par ses actions. Mais si nous sommes rassemblés ce soir, c'est pour entendre et honorer le lauréat 2009 du prix européen de l'essai Charles Veillon, M. Claudio Magris, qui deviendra tout à l'heure le 35e récipiendaire de ce prix prestigieux. Rassurez-vous, je n'ai pas l'intention ni la compétence de vous commenter son œuvre, puisque cette tâche incombera au professeur Art Nibrick tout à l'heure. Pourtant, j'ai compris que son parcours et son œuvre témoignent de son attachement à des valeurs humanistes et de sa vision solidaire et favorable au dialogue interculturel. Ces quelques mots en disent long sur l'intérêt du message transmis par M. Claudio Magris. Mesdames et messieurs, nous vivons une époque extraordinaire où l'homme a réussi à faire des prouesses dans la compréhension de la nature, à réaliser des progrès scientifiques qui étaient encore inimaginables il y a quelques décennies, à développer des outils technologiques qui ont transformé notre vie quotidienne en y apportant confort et sentiment de toute puissance. Nous avons presque tout ce que nous voulons. Et pourtant, si je dis presque, c'est qu'il manque cruellement quelque chose que la science et la technique ne nous donneront jamais. Nous avons besoin de comprendre l'homme et pour cela de créer des liens entre les personnes, de savoir dialoguer, de savoir parler, mais aussi et peut-être surtout de savoir écouter. L'écoute est la base du dialogue interculturel, dialogue dont je sais que beaucoup d'entre nous perçoivent l'urgente nécessité. Rien ne remplacera ce besoin d'humanité. Chers lauréats, merci de nous rappeler cette priorité et merci d'être venus nous rendre visite ici, dans les locaux de l'Université de Lausanne, pour alimenter notre réflexion par votre exemple, vos expériences et vos écrits. Je voudrais terminer en exprimant ma gratitude à quelques personnes sans qui cette manifestation n'aurait pas pu avoir lieu ici, à l'Université de Lausanne. Je voudrais remercier chaleureusement la Fondation Charles Veillon et son président, M. Pascal Veillon, les membres du jury, ainsi que les collaborateurs des services Unibat et Unicom qui ont contribué à ce que cette soirée soit un succès. Ma plus grande gratitude va à M. Claudio Magris, qui nous fait l'honneur d'être venu à l'Université de Lausanne ce soir pour partager avec nous sa sensibilité à ce qui est profondément humain. Je vous remercie pour votre attention et vous souhaite une excellente soirée. Merci à vous surtout. Merci à l'université qui nous reçoit.
grâce à ce partenariat dont nous profitons abondamment pour permettre une remise de ce prix de l'essai dans un cadre quand même très prestigieux et qui porte les choix que nous faisons devant un public, le public averti que vous êtes. Et merci à vous qui êtes venus ce soir pour entourer notre lauréat. Merci tout spécialement à Monsieur l'ambassadeur d'Italie et Monsieur le consul général d'Italie. Nous avons commencé un tout petit peu avant votre venue, mais très peu. Vous n'avez presque pas manqué l'intervention du recteur Arletta. Merci de nous honorer de votre présence aussi. Et vous êtes donc, cher Monsieur Magris, le 35e lauréat du prix européen de l'essai. Comment résister ce soir en vous accueillant à l'envie de lire ces quelques lignes de votre livre Danubio qui présente de façon malicieuse ce que nous sommes en train de vivre ce soir. Cela se passe dans un café en Hongrie. Vous êtes en pleine dégustation de crus locaux et vous écrivez ceci. Être juré peut être une occupation humaine. Peut être une occupation agréable. Quand il s'agit d'évaluer non des actions humaines et des années de prison, mais des livres ou des vins de saison. Les jurys de prix littéraires se réunissent, discutent, passent au tamis, proclament, désignent, tiennent banquet. Pendant ce temps, la vie opaque passe inaperçue et étouffée, et le vague sentiment d'importance de celui qui décerne un prix, en s'inclinant légèrement vers celui à qui il a été décerné et qui monte à l'estrade, aide à oublier son propre vide et l'approche de l'épilogue final. Alors après vous avoir lu, je me suis interrogé sur le vague sentiment d'importance qui devrait m'habiter ce soir. Je suis conscient de la part de vanité qu'il y a dans le fond, un peu dans toute remise du prix, immanquablement suivie d'une soirée plus ou moins mondaine. Mais c'est vrai que je n'avais jamais envisagé ma fonction ce soir comme une activité thérapeutique pour m'aider à oublier mon propre vide. Alors je vous laisse la responsabilité de ce que vous avez écrit. Et puis, je ne compterai pas trop sur mon rôle très minime ce soir pour empoigner mon propre vide et l'approche de l'épilogue final. L'objectif de ce prix a, j'espère que vous n'en doutez quand même pas trop, un objectif un peu plus important que de nous faire passer une soirée. Ceci dit, si vague sentiment d'importance il y a, j'aimerais le rendre un peu moins vague grâce aux propos du romancier haïtien Dany Laferrière. Cet auteur habite au Canada, mais il était dans son pays le jour du séisme. Et il s'est trouvé face à un ami metteur en scène, un ami qui était évidemment catastrophé par l'ampleur du désastre et surtout qui doutait de ce que son art pourrait faire pour la reconstruction de son pays. Et il était prêt à abandonner les répétitions de la pièce qui était en cours. Et Laferrière
lui a dit, la Ferrière lui a dit, « Ne laisse pas tomber, c'est la culture qui nous sauvera. Fais ce que tu sais faire. » Alors c'est la culture qui nous sauvera. Voilà une conviction qu'à juste titre, un jury peut faire sienne quand il cherche des essayistes de talent, des essayistes comme celui que nous avons trouvé cette année, comme vous, Monsieur Magris. C'est-à-dire des personnes qui éclairent cette opacité de la vie dont vous parliez tout à l'heure dans le passage que j'ai cité, par leur pensée et par leur regard qu'ils portent sur le monde. Alors c'est sûr que soutenir et encourager la culture est indispensable. Nous en sommes certainement tous convaincus. C'est quand même elle qui, par les dialogues et les découvertes qu'elle nous fait faire, est un des vecteurs d'espoir principaux pour nous les êtres humains. D'ailleurs, pour préciser un peu l'objectif de la Fondation, il faudrait dire encourager et soutenir les cultures. Les orateurs qui me suivront le diront certainement, le chatoiement des cultures vous passionne. Il est même constitutif de votre personne et voire raison d'être de votre œuvre. Et c'est bien pour ça que nous tentons de décerner un prix européen de l'essai en tentant de couvrir tous les domaines linguistiques et toutes les cultures de l'Europe. C'est une gageure, c'est vrai, mais c'est bien dans cet objectif de l'importance de promouvoir les cultures comme des antidotes à tout nationalisme, d'une part, et puis aussi à tout aplatissement des cultures par la mondialisation. Alors, permettez-moi une dernière citation dans cette idée de déculture. Jacques Pauget, dans une récente interview, a écrit « L'Europe dans le sang, Claudio Magris voit dans les frontières des canaux d'irrigation ou des ponts. » C'est sûrement cela, la meilleure façon d'exorciser ce qui, dans l'appauvrissement des cultures, est grave. C'est de transformer les frontières en passage. Alors merci, cher Monsieur Magris, pour votre œuvre, merci de le faire, merci d'avoir accepté ce prix et d'être avec nous ce soir. Je donne la parole maintenant au professeur Bernard Buschenstein qui va présenter les raisons qui ont poussé le jury à vous choisir comme lauréat cette année. Monsieur le recteur, monsieur l'ambassadeur, monsieur le président, chers lauréats, mesdames et messieurs, les deux composantes de notre prix européen de l'essai prennent un sens original, riche et nouveau lorsqu'elles se rapportent à votre œuvre, cher Claudio Magris, dont l'ensemble a motivé l'attribution du prix. Européen signifie dans votre cas bien plus qu'un rayonnement qui franchit les frontières d'une nation. Il s'agit là de l'exploration concrète de pays aussi divers
que l'Allemagne du Sud, l'Autriche, la Slovaquie, la Hongrie, la Serbie, la Bulgarie, la Roumanie, le long du Danube, est plus près de Trieste, de la Slovénie et de la Croatie. Une première construction de grande haleine, aussi scrupuleuse que souveraine, avait retracé en 1963 déjà les contours du mythe habsbourgeois de l'Empire que Musil a appelé Kakani, dans ses dernières phases littéraires, principalement de Grillparzer à Musil. Ce point de départ a permis à l'auteur de suivre une voie cohérente, de plus en plus différenciée, comme l'atteste en premier lieu l'œuvre maîtresse Danube de 1986, que l'on peut qualifier d'invention d'un nouveau type d'essai. On admire dans ce livre, comme dans tous ceux qui ont suivi, la faculté de jeter un regard sur un lieu en l'entourant, soit de voix littéraires dont chacune communique la reproduction d'un scénario historique, traduite en scène d'une action humaine dont l'évocation situe les personnages et leur destin à l'aide de quelques traits originaux, uniques, jamais dénués de rapport avec la réalité d'aujourd'hui, soit de moments empruntés à la vie quotidienne la plus immédiate, transformée en poésie. Le don de créer un réseau d'actualité autour du moindre fait qu'il soit transmis par les voies de traditions complexes ou observé avec acuité dans le cadre d'un journal de voyage où l'on peut se trouver soudain en face de personnes rencontrées dans un café, dans la rue ou à la campagne, et simultanément en pleine réflexion quant à la portée historique et politique du témoignage que l'on vient de vivre en communauté avec l'auteur, se communique avec ironie et humour. La faculté de faire voir de la manière la plus libre et divertissante une pareille constellation est précisément ce qui fait le grand essayiste qui est à même de situer, d'évaluer et d'orienter ce qu'il transmet à son lecteur, qui apprend grâce à lui à se défaire de tout préjugé et à s'adonner à la présence de scènes vécues avec intensité et acuité. L'auteur de ces livres très nombreux, écrits de 1963 jusqu'à nos jours, est en même temps poète, narrateur, chroniqueur, historien, philosophe, homme politique. Sa faculté de construire des réseaux et des ponts permet de dire que chaque texte émanant de cette plume peut se définir comme un essai dans le sens le plus riche de ce terme, souvent difficile à cerner. Il appartiendra à mon collègue et ami, professeur honoraire de cette université, d'en donner une image polyvalente et concrète. Après les raisons qui ont poussé le jury, voici la laudatio que le professeur Hartniebrig a préparée pour vous, Monsieur Magris. Cher Claudio Magris, Mesdames, Messieurs, en voyage, surtout si l'on voyage comme lui, ouvert sans réserve à la nouveauté, à la différence, à l'étrangeté, en voyage, nous dit Claudio Magris, on pourrait apprendre à être étranger parmi les étrangers, être tout le monde en même temps que personne, comme il dit. Un masque et, simultanément, une forme vide susceptible de se remplir d'expérience.
En voyage, dit-il, on pourrait s'exercer à ce qu'il requiert comme une posture fondamentale de sa propre écriture, notamment une modestie ironique de soi-même. Autant dire que, comme Magritte l'écrit dans son recueil d'essais Microcosmi, il ne s'agira pas dans cette laudatio d'honorer un individu, comme il dit, et son œuvre, sans considérer que les propriétés de l'un et de l'autre sont prêtées comme tout habit porté dans cette vie. Il s'agira plutôt, je le cite encore, de l'honorer pour ce qui dépasse l'individu et sa propre œuvre et qui tend vers cette transcendance. Chaque livre de cet auteur qui, avec tant de légèreté et de générosité, renonce au copyright arbitraire et au droit de propriété sur ce qu'il semble avoir fait par lui-même, nous enseigne que communiquer signifie en fin de compte mettre en commun avec les autres. Mais surtout, ce n'est qu'après l'avoir lu, au moment où l'on se demande pourquoi ce livre nous a tant divertis, que l'on réalise ce qu'il nous a appris. Dans Lei dunque capira, le bouleversant document d'un amour qui transgresse les frontières, amour qui, une fois encore, flambe dans la prose qui s'adresse à sa perte, Magritte fait dire à la défunte amante et épouse, dans le rôle d'une Eurydice contemporaine à son Orphée, qui veut la ramener du royaume des morts chez les vivants, je cite, « Tu savais que la poésie, comme l'amour, ne t'appartiennent pas et jamais à toi seul, mais à chacun. » À l'instar de tout essai réussi, Claudio Magritte réunit beaucoup de choses en une. Il y a d'abord le connaisseur en littérature, professeur à l'université de Trieste, ce creuset interculturel entre Ouest et Est, éminent spécialiste de l'histoire culturelle d'Europe centrale. Il y a le journaliste qui, dans ses interventi très remarqués du Corriere della Sera, s'engage et prend position sur des questions d'actualité d'un ton qui n'aboie jamais, même lorsque l'indignation le rend critique et tranchant, mais jamais tapageur ni blessant. En outre, il y avait le sénateur à Rome, et il y a l'historien Magritte, il y a le traducteur, notamment de Kleist, de Büchner, de Schnitzler, l'écrivain voyageur, le romancier, le conteur, le conférencier, l'orateur Magritte, et surtout, il y a l'essayiste. Il s'octroie le droit créatif d'expérimenter à chaque fois de nouveau et différemment ce que pourrait être un essai, un genre mêlé, comme l'est la vie quotidienne dont Magritte dit qu'elle écrit les histoires les plus originales et qu'il suffit de savoir les percevoir. L'essai lui offre la possibilité d'une écriture provisoire et révocable, une écriture qui ne cible pas son propre résultat, mais cherche plutôt à se maintenir elle-même en marche comme processus, comme croisement et décroisement de positions affirmées et de remise en question, comme une oscillation qui, renonçant explicitement à tout fondement premier, s'effectue entre pensée spontanée, observation précise et spéculation réfléchie dans des digressions qui rappellent par moments Lawrence Sterne. Mes fantaisies me suivent, écrivait déjà Montaigne, mais parfois c'est de loin et se regardent. J'aime l'allure poétique, à saut et à gambade. C'est Robert Musil, auteur cher à Magritte depuis toujours, qui plaçait l'essai comme genre littéraire dans une troisième position, entre le soit d'une science en pantoufle, comme il dit, et une littérature de moindre qualité seulement. Et cela au sens d'une logique esthétique du tiers inclus qui, par la langue et par la pensée, doit d'abord être accouvé et amené à éclosion. Ainsi Ulrich, dans L'homme sans qualité, médite-t-il, je cite, un peu comme un essai dans la succession de ces paragraphes, considère de nombreux aspects d'un objet sans vouloir les saisir dans son ensemble, car un objet saisi dans son ensemble en perd d'un coup son étendue et se change en concept. Il pensait
pouvoir considérer et traiter le monde ainsi que sa propre vie avec plus de justesse qu'autrement. » Fin de citation. En d'autres termes, chercher à vivre en essayiste, sans pour autant en fictionnaliser les risques. Voilà qui touche aussi à la manière dont Claudio Magris comprend l'histoire et la réalité. Dans Utopia et Desencanto, on l'a à la portée de main. Cependant, la devise productive selon laquelle on fait bien de raconter ce que l'on veut saisir prévaut ici aussi. Dans son travail infatigable de recherche et de préservation des traces, Magris est l'allié des forces de l'avenir. Contre les tendances amnésiques des postmodernes, contre l'oubli de l'histoire, il rappelle le passé avec obstination, et ce surtout lorsqu'il tente de déterrer des promesses déçues, des espoirs d'autrefois désormais perdus, et prend fait et cause pour les oublier, pour ceux qui, à l'écart, demeurent invisibles, laminés par la prétendue histoire mondiale, abandonnés dans son ombre, inaudible dans son vacarme. Le cours de l'histoire, écrit Magris, emporte les petites histoires des individus et les fait sombrer. Écrire signifie aussi, Magris, entre autres, longer la rive, remonter le courant, repêcher des existences naufragées, ramasser des restes refoulés sur les rivages et les récupérer pour un moment dans une arche de Noé en papier. Fin de citation. Magris est toutefois assez réaliste pour savoir que ces tentatives de sauvetage, aussi sensées et nécessaires soient-elles, resteront toujours utopiques. Et il ne quitte pas des yeux le risque que les utopies se transforment en utopisme, en bonheur politiquement programmé, idéologiquement figé, qui, au nom de tous, ordonne quelques-uns pour tous. Ainsi, recouvre-t-il toujours, comme antidote salutaire, le pathos de l'espérance par le givre intellectuel du désenchantement et de la désillusion. Thomas Mann appelait le contraire de ce procédé couverne, chaleur bovine d'une fallacieuse authenticité. Ce travail d'équilibriste ne réussit jamais sans la sprezzatura de rigueur, en dansant sans transpirer. Une belle formulation l'évoque, je cite, « Le désenchantement dit que l'enchantement n'existe pas, mais la manière, le ton avec lequel elle le dit suggère qu'il existe. Une voix, toujours Magris, dit que la vie n'a pas de sens, mais son timbre profond est l'écho de ce sens. » Et Magris poursuit sous le signe d'un puissant « malgré tout », je cite, « c'était l'ironie de Cervantes qui a mis au jour la rudesse grossière de la chevalerie. Et pourtant, elle a parlé de sa poésie et de son enchantement. » C'est comme s'il parlait ici aussi de lui-même, utopiste nostalgique, comme s'il parlait de son sens sismographique pour le potentiel d'effondrement des entités politiques et leur fatigue culturelle, de son rapport ambigu, mélancolique et ironique à ce monde de jadis, aujourd'hui disparu, à ce mythe Europe centrale qu'il a découvert et qui, après la guerre froide, avec le projet européen d'élargissement vers l'Est, est redevenu d'actualité et est réinterprété dans une version démocratique en tant que modèle viable d'une unité politique, malgré la pluralité culturelle qui la nourrit et sans l'explosion babylonienne des particularismes. L'historien Magris ne parvient à cette fragile ambivalence, à la construction d'une telle continuité historique qu'en tant qu'homme de lettres, et surtout dans sa pratique de l'essai. Comme on sait, il a reçu l'automne passé le prestigieux Friedenspreis des Deutschen Buchhandels, avec entre autres la justification évidente qu'il avait démontré à quel point la diversité peut être créative et combien son oppression est destructive. Mais permettez-moi d'ajouter ceci. Le réalisme narratif, que l'on pourrait appeler un réalisme subjonctif,
et qui s'attache surtout au processus de fermentation culturelle et sociale et aux périodes de bouleversement politique, correspond à une sensibilité pour laquelle Goethe avait déjà forgé l'expression « imagination pour la vérité du réel », Fantasie für die Wahrheit des Realen. Les lieux concrets qu'il visite deviennent alors, chaque fois, des fenêtres temporelles, ouvrant sur des paysages historiques que Magritte, au sens d'une archéologie du présent, rend magistralement lisibles, que ce soit physionomiquement ou symptomatiquement, avec toutes les failles qui témoignent de leur formation comme un visage humain dans lequel toute une vie, celle vécue et celle manquée, a inscrit ses signes. Pour l'écriture de Magritte, le voyage est une forme de vie productive. Plus encore, l'écriture est elle-même un voyage, et elle est dans la continuité de Heinrich Heine, Stevenson, Conrad, toujours un voyage vers des hommes vivants en chair et en os. La manière avec laquelle il leur donne la parole dans son propre texte et leur donne vie montre à quel point ils lui tiennent à cœur une fois qu'il les a rencontrés. Voyager, écrire, vivre. Tout cela est pour lui comparable à la narration de Scheherazade dans les 1001 nuits contre la menace de la mort. Dans l'Infinito Viaggiare, je ne puis m'empêcher d'entendre ici aussi les derniers vers du poème L'Infinito de Leopardi. Il dit voyager pour, je cite, arriver le plus tard possible, si possible jamais. Il y écrit aussi que le voyage, je cite, forme à l'étrangeté, enseigne à se sentir toujours étranger dans la vie. Être étranger, il continue, parmi les étrangers est peut-être l'unique voie pour vraiment fraterniser les uns avec les autres. Une phrase très remarquable. Elle signifie travailler à la paix. Et elle correspond à ce qui est bien plus qu'une simple pensée, à une manière de penser, à un procédé d'écriture que Magritte, en explorant, en traversant, en contournant les frontières, pratique inlassablement, pas à pas, page après page, le décloisonnement. Conscient, pour parler avec Wittgenstein, que lorsque nous traçons une frontière infranchissable, nous devons toujours déjà l'avoir franchie. Conscient que les frontières que nous avons tendance de manière irréfléchie à considérer comme données naturelles, celles entre le propre et l'étranger, entre un prétendu intérieur et un extérieur, s'avèrent, une fois mises en lumière, fabriquées par l'homme lui-même. Un pas en avant peut-être vers l'idéal d'une perméabilité fondamentale entre les hommes et ce qui semble leur être propre. De sorte que ce que Freud appelait en son temps le pays étranger intérieur, das innere Ausland, l'étrangeté encore inexplorée du propre dans sa crainte profonde de l'autre, de son ombre donc, s'ouvre à de nouveaux voyages d'exploration. Dans Microcosmi, Magritte écrit à propos de sa subversion résolue d'une conception bilatérale, binaire et excluante de la frontière, je cite, « Peut-être le seul moyen de neutraliser le pouvoir mortel de la frontière réside-t-il dans le fait de se sentir de l'autre côté, de prendre aussi son parti. » Fin de citation. Finalement, on ne serait peut-être chez soi qu'à la ligne de front des rencontres humaines, sur une frontière qui n'en est plus une et qui biaise toutes les frontières de peuples, de nations et de cultures. À ma connaissance, Magritte n'a jusqu'à présent jamais poussé le décloisonnement aussi loin que dans Lei dunque capirà, tout en conservant un immense respect devant la dernière des limites, celle entre les prétendus vivants et les prétendus morts. Il la traverse par l'écriture, s'écrit pour ainsi dire vers l'autre côté de la vie et en revient. Il fait alors dire à la narratrice défunte qu'elle n'a pas suivi l'appel à la vie de l'écrivain uniquement parce que, dans son pathos poétique de la mort, comme ultime secret,
il aurait détruit la conviction, je cite, que nous nous trouvons certes derrière un miroir, mais que cet envers est, tout comme l'endroit, également un miroir. C'est là, mesdames, messieurs, une formule d'une profondeur vertigineuse, même s'il n'y est question que de surface, ou peut-être justement pour cela. Il ne s'agit plus des deux côtés d'une même médaille, elle n'en a qu'un seul, et échange ainsi à l'infini, sans être elle-même atteignable ou saisissable comme limite, ceci dans un effet de boomerang comme le miroir, l'avant et l'arrière, l'intérieur et l'extérieur, le début et le fin. Si je vois bien, rien dans toute l'œuvre de Magritte ne revient si souvent et avec autant d'intensité que des fleuves de vie qui, fluides, aspirent à s'abandonner à la mer, mais sont en même temps prises dans le double bind d'une peur vitale d'être finalement avalées dans le médium infidèle, indifférent, quasi utérin d'un tel abandon de soi régressif. Ainsi, la nostalgie d'un chez-soi où personne n'a jamais été, l'aspiration du retour à une origine toujours déjà perdue peuvent-elles, dans le masque d'un ultime déracinement, nous renvoyer un étrange rictus. La mer, écrit Magritte, ce baptistère est en effet, je le cite, une grande épreuve de l'âme. Dans son livre sur le Danube, dans sa traduction allemande, il porte le sous-titre éloquent de « Biographie d'un fleuve ». Puisque je m'interromps moi-même ici, je profite de m'interrompre encore une fois et de remercier de tout cœur mon ami Arno Renken pour son aide si précieuse lors de la traduction française de ce texte. Dans son livre sur le Danube, Magritte écrit « Les méandres de l'embouchure du fleuve dans le delta roumain comme une grande dissolution. » Je cite, « Les cours d'eau des fleuves, des bras se ramifient, poursuivent leur propre chemin comme les organes d'un corps mourant. » En même temps, cette nature qui retourne à elle-même, se décompose et se composte, est un labyrinthe artificiel, un biotope et simultanément un chef-d'œuvre de régulation. On en arrive finalement, lit-on, et presque cela nous aurait-il échappé, on en arrive à une coïncidence entre le ralentissement centrifuge et le cadastre qui le documente. Fin de citation. Et voilà que le fleuve raconté nous offre l'image concrète du flux narratif qui seul, dans son identité fluide et fragile et héraclitienne, est capable de rassembler ces histoires des rives, des anecdotes, ces réflexions qui débordent vers tous les points cardinaux, bouillonnent et s'infiltrent dans le fond des siècles. Et comme au début il avait raconté, visiblement amusé, la possibilité d'une source multiple, peut-être n'est-ce qu'un robinet, Magritte célèbre à la fin la multiplicité des embouchures du Danube, après presque 3000 kilomètres et presque 500 pages, comme le résultat du travail de culture, artificiellement enclos sous la forme d'un canal dans le port. L'emphase presque panthéiste de la fin est ainsi refroidie, pour ainsi dire, par les bords et par en bas, et devient probablement par ce biais-là, justement, une fête du décloisonnement. Je cite, « Le canal coule, léger et calme et sûr, dans la mer, n'est plus canal, frontière, régulation, mais un courant qui s'ouvre et se donne aux eaux et aux océans de ce globe et aux créatures de ses profondeurs. Fais au Seigneur, dit un vers de Marine, que j'entre dans la mort comme le fleuve se jette à la mer. In tel mar grande. » Si Claudio Magritte, dans une sensualité qu'on pourrait presque appeler baroque, se tourne vers la vie, conscient de sa finitude, il ne cache pas à ses lecteurs que les instants remplis à bâbord, à ras-bord de vitalité qu'il met en scène en les racontant, ni ne remplacent la vie, ni ne la compensent dans ses manques. Au contraire. La littérature, lit-on dans le livre sur le Danube, je continue, offre sa protection devant le manque,
grâce à ce qu'elle transmet au papier et des robes se faisant à la vie, qui, par là, devient plus vide et plus lacunaire encore. Mais le papier est bon, car il enseigne justement cette modestie. Fin de citation. C'est justement de cela qu'il s'agit dans un passage léger comme une plume, luisant, phosphorescent, dans lequel, en tant que son lecteur, je crois avoir rencontré intimement l'auteur. Il s'agit, ici encore un objet trouvé, de la brève histoire d'un enfant imprimé dans un journal scolaire de Trieste. Je cite. « La rose est heureuse. Elle s'entendait bien avec les autres fleurs. Un jour, la rose sentit qu'elle se fanait et était en train de mourir. Elle vit une fleur de papier. Elle lui dit « Quelle belle rose es-tu ?»« Mais je suis une fleur de papier. Mais sais-tu que je meurs ?» Cette petite fable, c'est ainsi que Magritte déplie finalement son sens, comme s'il s'agissait, la main légère, de déployer et de lisser sur son bureau une fleur de papier qui, à l'instant encore, flottait sur l'eau. Cette petite fable qui dit tout, en fin de compte, dit Magritte, de la tendresse de la vie et de la douleur insondable de la mort, rappelle que les choses durent un peu plus longtemps que la vie, mais qu'elles passent elles aussi, et qu'au regard de la mort, il y a peu de sens à élever l'authentique au-dessus de l'artificiel. Si on se fie aux larmes des choses vivantes, on y décèle leur désir de durer un peu plus longtemps, aussi longtemps, au moins, que les choses imitées. Fin de citation. Imitées, d'après la vie, enchantées, désenchantées sur papier. C'est alors une plus-value durable de vitalité qui, ainsi, vient au monde et qui, avant l'enrichissement mystérieux par la perte des illusions, n'existait pas. C'est pour cette raison, mesdames, messieurs, que nous avons à remercier Claudio Magris. Nous tous qui, en le lisant, nous sommes fait offrir cela et qui, le lisant encore, l'accompagneront. Le remercier pour cette séduction à lire que lui-même appelle à propos de l'éducation sentimentale de Flaubert, le plus grand livre de désenchantement, dit-il, et en même temps le plus grand livre de l'enchantement, une séduction à vivre. Elle réussira à chaque fois, cette séduction, grâce au clin d'œil souriant des textes que Claudio Magris nous donne à lire. Merci. Merci, monsieur le professeur, de nous avoir présenté notre lauréat d'une manière pleine de l'émotion qu'on ressent en le lisant. Et je vous invite, monsieur Magris, à venir devant. À l'heure où tous les échanges se font de manière virtuelle, vous recevrez votre prix de cette manière-là, on vous promet. Mais nous avons quand même inscrit sur un papier le fait que vous recevez aujourd'hui le prix de l'essai. Ce diplôme comporte les signatures de la plupart des membres du jury. Malheureusement, quelques membres ont dû s'excuser pour aujourd'hui, sont en voyage ou absents, mais bien sûr qu'ils étaient aussi présents au moment de décider que vous seriez le 35e lauréat du prix. Merci. Alors, M. Claudio.
Je vous donne maintenant la parole parce que nous sommes tous impatients de vous entendre. Ce n'est pas facile pour moi de parler maintenant. Monsieur le recteur, cher Monsieur Pascal Veillon, président de la jury, cher membre de la jury du prix, Monsieur l'ambassadeur, cher ami Bernard Besenstein, Hart Niebrig, chers amis et amis. Il n'est pas facile d'exprimer ma gratitude pour le grand honneur que j'ai reçu aujourd'hui avec ces prix que m'arrive comme un cadeau avec la générosité. Je sais bien que dans ce cas, la générosité de celui qui fait le cadeau de ce prix est beaucoup plus important que celui qui reçoit les prix. Déjà, les noms des autres lauréats précédents constituent pour moi un grand honneur, un grand prix. Mais surtout, c'est le nom du prix qui me touche, le nom de Charles Veillon. Ce qu'il a fait avec son travail, sa générosité, son esprit d'entreprise lié à sa vision chrétienne, ces initiatives qui ont amélioré la qualité de vie de beaucoup de gens, est beaucoup plus important peut-être que l'écriture. Et pas seulement qu'une écriture modeste comme la mienne, mais même qu'une grande écriture. Je crois que la littérature, pour moi, on a dans les discours, les deux discours que j'ai écoutés, qui m'ont vraiment ému, on l'a déjà souligné, la littérature, pour moi, c'est transcrire, et c'est transcrire quelque chose qui est toujours plus important que la littérature elle-même. La littérature a sa signification quand elle réussit à nous faire comprendre ce que signifie une vie remplie de sens. Aeschylus, alors, qui était quelqu'un, Aeschylus avait dit qu'il voulait que sur son tombeau, on ne devait pas mentionner ses œuvres, et ces œuvres, ce sont les tragédies, c'est parmi les plus grandes œuvres de la littérature universelle, mais son bon combat pour défendre la vie, l'existence des hommes autour de lui. Et je crois que cette signification, cette transcendance de la littérature, de l'écriture, ce qui est pour moi central, trouve dans le nom de celui à qui nous devons l'existence de ce prix une grande signification. Je suis vraiment touché de recevoir ce prix en son nom. Bien sûr, je ne sais pas si je mérite les mots que Christian Hart Niebrig et Bernard Besenstein ont dit sur moi. Bien sûr, je sais que j'en suis heureux. Et dans la mesure où ce que j'ai fait peut mériter au moins en partie cette reconnaissance, je sais que tout résultat atteint par chacun d'entre nous ne nous appartient jamais seulement à nous seuls. Nous le devons à un nombre de personnes proches de nous chaque jour ou rencontrées fugitivement, lesquelles ont enrichi notre intelligence et notre cœur, nous ont donné du courage et de la joie, nous ont ouvert des horizons et nous ont fait découvrir bien des choses. Grégoire le Grand disait qu'il n'était pas parvenu à comprendre beaucoup des choses les plus importantes tout seul, mais uniquement en se mettant, je cite, en face de mes frères. Il ajoutait qu'il s'était rendu compte que l'intelligence lui était accordée grâce à eux, et ces mots valent également pour ceux qui ne sont pas pontifes, ni grands ni petits. Et bien sûr, qui n'est pas pontife sait très bien qu'il doit beaucoup de choses aussi et encore plus aux sœurs et pas seulement aux frères. Mes livres pour lesquels
je reçois cette grande récompense, ont ainsi nombre d'autres co-auteurs anonymes, des hommes et des femmes, mais aussi des mers, des fleuves, des bois, des animaux, des livres, des saisons, pour ne pas parler de ces co-auteurs fondamentaux au sein le plus profond du terme, qui sont les traducteurs, frères, complices et rivaux. Je devrais donc partager cet honneur avec tous les co-auteurs de ce que j'écris, lesquels ont partagé mon existence et sont partis de moi. Ce n'est qu'en regardant ces visages que je peux voir les miens, comme sur un miroir qui autrement serait vide, comme si moi aussi j'avais vendu mon âme au diable, selon la légende. Plus une reconnaissance est grande et significative, plus elle insinue dans l'esprit de celui qui en est l'objet un sentiment de joie, mais aussi d'incertitude, parce que le conduit à faire un bilan de soi. Et le bilan, comme on le sait, révèle souvent des déficits. Cette soirée qui, pour moi, vraiment sera inoubliable, vraiment, je suis très, très reconnaissant. Et je voudrais seulement dire que peut-être, parfois, on a le sentiment, quand on écrit quelque chose, de n'être pas le propriétaire, l'auteur de ce qu'on a écrit. Et qu'un texte qu'on a écrit pourrait être aussi de quelqu'un d'autre. Peut-être c'est seulement une tentation qui naît de la crainte, mais parfois il nous semble que les choses sûrement et seulement à nous sont des moments d'obscurité, de peur, de douleur, d'angoisse ou de délire, d'indignité, comme si nous étions nous-mêmes, surtout quand nous allons nous perdre, faire naufrage, déserter. Mais sans tenir compte de cette obscurité, de cette impulsion à la désertion, nous ne serions point capables ensuite d'engager, malgré tout, ce que Saint Paul appelle le bon combat. L'écriture, je crois, est aussi un voyage continuel entre ces deux vérités, celle de la fuite et celle de la bataille. Voyage à travers le désert et vers une terre promise que nous savons ne pas atteindre, parce que la vérité de l'écriture, c'est l'exil. C'est être en dehors de la vraie vie, vers laquelle pourtant nous continuons obstinément à aller comme Moïse, malgré chaque défaite. L'homme, dit un dicton chassidique, vient de la poussière et redevient poussière. Mais entre-temps, il peut bien boire quelques petits bons verres de vin. Cette journée que vous m'avez offerte est un de ces intermèdes joyeux dont je vous remercie de tout cœur. Et je vous promets que je boirai à votre santé. Le texte que je vais lire fait partie d'un travail général sur les relations entre la littérature et le droit, entre la littérature et la loi, que j'ai commencé il y a 3 ou 4 ans, que je n'ai pas terminé et qui est encore in progress. Sur ce sujet, j'ai donné des cours, des conférences, j'ai publié des articles provisoires, et le texte que je vais écrire, c'est un peu la vision générale de ces problèmes avec quelques résultats et avec des accents posés sur certains aspects. Devant la loi. Don Quijote voit une file de bagnards mis au fer et il dit: Allá se lo haya cada uno con su pecado. No es bien que los hombres honrados sean verdugos de los otros hombres. Sous les ciels les plus divers et aux époques les plus diverses, la littérature semble envahie par un rejet du droit et de la loi. Novalis écrit dans un de ses fragments: Ich bin ein ganz unjuristischer Mensch, ohne Sinn und Bedürfnis für Recht. Cette attitude de la poésie envers le droit, poésie ici comprise au sens le plus large, comme création artistique, sans souci du genre, ne peut pas être réduite à une révolte de la fantaisie contre les règles et la logique des codes. Tout artiste digne de ce nom a toujours su qu'il n'existe pas
des lois plus draconiennes que celles qui président à la création artistique. De ce point de vue, on voit se profiler une certaine affinité entre littérature et droit, grâce à l'analogie entre droit et langage, analogie souvent soulignée au même titre que celle qui existe entre jurisprudence et grammaire. Cette dernière est évidente surtout dans le cas du positivisme juridique. En 1907, Croce signalait dans un essai sur la philosophie du droit la ressemblance entre le travail du grammairien et celui du juriste. Mais il existe peut-être une analogie plus profonde. De même que, selon Alessandro Passarén d'Antrèves, je cite, les grammaires et les dictionnaires, la phonétique et la morphologie ne font pas un langage, de même la jurisprudence est incapable d'avoir le dernier mot sur le droit. Le droit n'arrive pas à saisir sa propre vérité. Il est incapable de répondre à l'ancienne question que pose Alcibiade. Je cite, « Dis-moi, Périclès, pourrais-tu me dire ce que c'est la loi ?» Kant disait que la question « quid ius, was ist Recht ?» crée pour les juristes le même embarras que prouve le philosophe quand on lui demande « was ist die Wahrheit ?» On trouve un symptôme de cet embarras dans la confusion fréquente que l'on fait entre ius et lex, entre droit et loi, confusion que Hobbes dénonce. Il écrit en effet que de tels termes ought to be distinguished, because right consisteth in liberty to do or to forbear, whereas law determineth and bindeth to one of them, so that law and right differ as much as obligation and liberty. La réflexion juridique s'engluit dans un imbroglio entre richtiges Recht et gerechtes Recht, entre ce qui appartient au droit en tant que ius sum, à savoir un droit ordonné par une volonté souveraine, et ce qui lui appartient en tant que justum, en tant que justice valide universellement. Ainsi, l'Odyssée juridique tente en vain de résoudre une quadrature du cercle. C'est celle qui consiste à concilier d'une part une essence morale immanente au droit, affirmée en premier lieu par le juste naturalisme, et d'autre part celle qui consiste à distinguer et séparer les droits et la morale, l'obligation de loi et l'obligation de conscience, ce qui est la garantie fondamentale de la liberté et le présupposé d'une société civile, revendiquée par la pensée moderne, depuis Thomasius jusqu'aux plus grands juristes et philosophes des époques successives. La distinction, la séparation, voilà la grande leçon que le droit donne à l'intelligence. Le droit est un art de séparer, comme il est dit par exemple dans le livre de Fritz Schulz sur les principes du droit romain, et dans son chapitre intitulé « Isolierung ». Il s'agit d'une séparation entre droit sacré et droit profane, entre droit public et droit privé, entre droit civil et droit pénal. De ce point de vue, le droit, compris comme art de la séparation, offre une contribution fondamentale à l'intelligence, à la morale et surtout à la politique. Le droit nous apprend avec force à faire la distinction entre Église et État, entre ce qui est objet de foi et ce qui est objet de démonstration rationnelle, entre valeurs froides, comme le sont les règles de la démocratie, et valeurs chaudes, comme l'amitié, l'amour, le sentiment. En revanche, la littérature est par excellence le territoire hybride de la rencontre et du mélange, de l'évanescence des catégories et de l'ambiguïté de la vie dans laquelle tout s'entrelace avec tout. De notre côté, une grande spécialiste du droit, Marie-Thérèse Veugen, a souligné avec une vigueur remarquable que nomos, loi, signifie aussi chant, poème fondateur d'une civilisation. Les premières lois, selon, prenaient la forme d'un chant, et c'est dans les chants qu'on pouvait exprimer les choses que, dans la cité gouvernée par le tyran, il n'était pas possible de dire sur l'agora, dans la discussion publique. Marie-Thérèse Veugen a pu ainsi donner à son livre le titre « Das Lied vom Gesetz ». Souvent, en effet, les codes et les corpus de loi étaient précédés par des préludes ou préambules qui en expliquaient les raisons et en célébraient les valeurs transcendant les lois positives, au nom du sens de la vie qui les fondait. En d'autres termes, en faisant
de la littérature. C'est Robespierre qui abolit ces préludes lorsqu'il présenta la Constituante de 1792, je cite, sans préambule. Mais les préambules ne disparaissent pas pour autant. Schmitt encore s'est posé la question de l'alternative, codification oder Novelle. Cicéron lui-même n'avait-il pas défini les lois comme, je cite, carmen necessarium? Et pourtant, la version de la poésie dirigée indistinctement contre la loi ou contre le droit a des racines profondes. La loi instaure son empire et révèle sa nécessité là où un conflit existe ou est possible. Le règne du droit, c'est la réalité des conflits et de la nécessité d'y remédier. Les rapports humains n'ont pas besoin du droit, ils l'ignorent. L'amitié et l'amour n'ont pas besoin de codes, de juges, d'avocats et de prisons. Mais les codes, les juges, les avocats et les prisons deviennent subitement nécessaires lorsque la violence se déchaîne à partir de l'amour ou de l'amitié, lorsque quelqu'un veut priver quelqu'un d'autre de la possibilité d'aimer ou de vivre. Dans la poésie, fût-elle la plus transgressive, il y a souvent de manière évidente ou latente le songe d'un âge d'or, de l'innocence de toute pulsion, d'un futur dans lequel le loup et l'agneau boivent à la même source en toute amitié. Cette rédemption poétique de toute pulsion, que Novalis et peut-être aussi Rimbaud tenaient pour possible, colore d'une teinte fleur bleue même certains mouvements révolutionnaires qui cherchent à créer poétiquement et existentiellement l'homme nouveau. Pendant la Commune de Paris, le communard tirait sur les horloges pour symboliser la fin du temps historique et juridique de l'injustice et pour annoncer l'avènement d'un temps nouveau, messianique. Un autre fragment de Novalis énonce: Die Herrschaft des Rechts wird mit der Barbarei cessieren. Le refus de la loi rapproche la poésie de la foi. Personne n'a autant accusé la loi que Saint Paul et la théologie qui s'y réfère, en premier lieu la théologie protestante. Je cite: Das Gesetz richtet nur Zorn an. Das Gesetz ist zwischen hineingekommen, damit der Fall zum Überfließen komme. Lit-on dans la lettre aux Romains. C'est la loi, lit-on encore, qui donne vie au péché et le fait surabonder. Luther enchaîne: Vor war ich frei und ging bei der Nacht ohne Laterne. Jetzt, nach dem Gesetz, habe ich ein Gewissen und nehme eine Laterne bei der Nacht. Also ist Gottes Gesetz nichts, denn eröffnen mein böses Gewissen? La réponse de l'homme de religion à l'horreur de la loi est donnée par le saut dans la grâce, par le fait de s'abandonner à la foi. Une foi qui sauve l'homme au-delà du jugement parce qu'elle ne se base pas sur l'examen des actions, méritoires ou fautives, mais bien plutôt sur l'union totale en Dieu, indépendamment de toute évaluation morale. Karl Barth écrit que Abraham ne se sauve pas en raison de ce qu'il fait, mais parce que, il le dit explicitement, il croit en celui qui dit que l'impie est juste. Au pôle opposé, Grotius, le fondateur de la théorie moderne du droit naturel, affirme dans son livre De Iure Belli ac Pacis: pas même Dieu n'est en mesure de faire en sorte que ce qui est intrinsèquement mal ne le soit pas. Saint Thomas aussi se trouve sur la même ligne d'argumentation avec sa lumière de la raison naturelle qui fonde sa conception du droit de nature. S'il existe une faculté humaine qui, comme il est dit dans l'Évangile, n'est pas pour juger nolite judicare, mais pour raconter la vie, pour la comprendre et la représenter au-delà des codes, des règles et des lois, c'est évidemment la littérature. Souvent, la littérature se rapproche de la dimension mystique de la religion, bien plus que de la dimension formalisatrice ou dogmatique. La littérature se rapproche plus de la grâce que de la loi, et surtout, elle est proche de l'inspiration mystique qui ignore ou transgresse la loi, voire même la loi morale. Comme l'enseignent Dostoïevski ou Singer, il existe une relation étroite entre mystique et transgression. Pour Kierkegaard, le moment religieux, l'obéissance d'Abraham à l'ordre de tuer Isaac, s'oppose au moment éthique qui impose de refuser cet ordre.
Kafka a mieux que quiconque exprimé le pathos, la grandeur et l'horreur de la loi. La loi, et la loi hébraïque en est pour lui l'expression suprême, c'est la vie. Vouloir juger la vie et l'interpréter est un piège, une faute. La parabole de Kafka intitulée Vor dem Gesetz ne peut pas, elle ne doit surtout pas être expliquée. C'est une faute de vouloir revendiquer une connaissance de la loi. Comme le souligne Giuliano Baioni, il ne peut y avoir qu'une expérience de la loi. La respecter est impossible. Alles verstößt gegen das Gesetz, dit Fischerle dans le roman Die Blendung d'Elias Canetti. La loi pose l'individu qui s'arroge le droit de la connaître et de l'analyser en dehors de la vie, en dehors du territoire de l'amour, comme l'écrit Kafka dans une lettre à Milena. Mais cette conscience amène l'homme à commettre un péché encore plus grave, à savoir la prétention de ne pas se mélanger aux aspects sombres et impurs de la vie. L'homme prétend être pur, orgueilleusement exempt de toute faute, et même de la faute de vivre. Cette prétention orgueilleuse de ne pas être souillé par la fange de la vie et de la faute de vivre le rend étranger aux hommes et le condamne à rester toujours devant les portes de la loi, comme il est dit dans la célèbre parabole, à ne pas entrer dans la vie, à se sich bis zum Schluss verteidigen, comme l'écrit Kafka dans son journal, coupable précisément en raison d'une telle obsession de défense légaliste. C'est ainsi que, dans les procès, la déesse justice, représentée dans les tableaux de Titorelli et le peintre, se transforme en déesse de chasse. La loi envers qui l'individu se rend coupable, c'est la communauté. Pour Kafka, il s'agit de la communauté hébraïque, qui ne présente pas du tout comme une pure et ordonnée, mais au contraire comme une communauté chaotique, voire souillée, mais précisément en ceci, sacrée, comme la loi et la vie, elles aussi souillées et désordonnées. Il y a presque une faute tragique a priori dans le fait de se sentir bien en dehors de la communauté, comme si l'accusé était déjà coupable, non pas parce que son délit serait prouvé, mais parce qu'en affirmant son innocence, il se pose contre la communauté qui agit au moyen de la loi. Même dans les thrillers juridiques américains, Thurov, Grisham, la formule du procès « le peuple contre Mr. X » résonne de manière grotesque, presque comme un verdict. De nombreux chefs-d'œuvre littéraires sont nés d'une confrontation avec la loi. Le Michael Kohlhaas de Kleist est peut-être le plus grand. Il montre le conflit entre la justice légale devenue fausse et la vraie justice. Mais surtout, il montre la faute tragique qui porte à se constituer un juge, bien qu'indemne des maux du monde, et donc bourreau, avec la violence de celui qui se fait ange du jugement et découvre, en rendant justice, die Arglist in welcher die ganze Welt versunken. Dans les mêmes filons de l'éthos prussien, on trouve plus tard le Streit den Sergenten Grisha d'Arnold Zweig, avec son opposition entre les droits qui font l'État et l'État de droit qui, dans certaines circonstances, ne peut s'empêcher de nier les droits, sans pour autant être justifié à les faire. Dans cet autre chef-d'œuvre que Billy Budd de Melville, le capitaine Vert, commandant du navire, doit juger le très pur et moralement innocent Billy Budd, qui a tué l'infâme supérieur Claggart, qui les persécutait. Le capitaine sait que Billy Budd est un, je cite, ange de Dieu, et qu'il a fait une chose moralement juste, mais il considère qu'il doit payer pour son acte, potentiellement porteur de très graves conséquences en temps de guerre. La mort dans l'âme, mais persuadé que le cœur, comme il dit, doit être expulsé de la cour, il le condamne à la pendaison. Depuis les origines de notre civilisation, on oppose les droits codifiés, à savoir la loi, à l'universalité des valeurs humaines, universalité qu'aucune norme positive n'est en mesure de nier. À la loi unique de l'État promulguée par Créon, loi qui nie les sentiments et les valeurs universelles, Antigone oppose, je cite, les lois divines non écrites, les commandements et les principes absolus qu'aucune autorité ne peut violer. Le chef-d'œuvre de Sophoclès est une expression tragique du conflit entre l'humain et la loi. C'est aussi un conflit entre le droit et la loi.
Le décret injuste de Créon est une loi positive avec son contenu spécifique. Contre cette loi, Antigone oppose un droit non codifié que l'on pourrait qualifier de droit coutumier transmis par la pietas et par l'autoritas de la tradition. Et la tradition, écrit Pindare, ce même poète qui a pourtant défini la loi comme souverain, nomos basileus, et la reine de toutes les choses. Par ailleurs, la coutume a parfois été opposée à la nature, au point de s'identifier à la convention, au nomos, conçu par les sophistes comme opposé à la physis, à la nature. Mais les lois divines non écrites auxquelles Antigone se réfère ne sont pas des coutumes, ce sont des impératifs catégoriques absolus. Antigone est le symbole impérissable de la résistance aux lois injustes, à la tyrannie et au mal. Nous vénérons comme des héros, sur le modèle d'Antigone, et comme des martyrs, Sophie et Hans Scholl, ou encore le théologien Bonhoeffer. Ces figures ont, tout comme Antigone, sacrifié leur vie pour se rebeller contre les lois de l'État nazi qui piétinait l'humanité. Dans son exposé de la doctrine stoïcienne du droit naturel, que l'on trouve dans son livre de Repubblica, Cicéron parle d'une, je cite, loi vraie, conforme à la nature, universelle, constante et éternelle, loi à laquelle l'homme ne peut pas désobéir sans se fuir soi-même et sans régner la nature humaine. Fin de la citation. Ce droit de nature qui pose l'humanité comme communauté universelle passe au christianisme et avec le Corpus Ius Civilis, je cite, elle ordonne heureusement les choses divines et humaines et met un terme à l'injustice, selon les mots attribués à Justinien. Avec le christianisme, le droit naturel s'identifie avec les droits contenus dans l'Évangile. Il acquiert par là une dimension ontologique qui se lie dans l'ordre de la nature, créé par Dieu. Un ordre qu'aucune loi positive ne peut violer sans perdre sa propre légitimité. Saint Thomas écrit que les lois positives injustes ne sont proprement pas des lois. On ne leur doit aucune obéissance. Au cours d'un itinéraire complexe et contradictoire, en suivant un processus progressif de laïcisation, les droits de nature, en passant par Grotius, Pufendorf et d'autres penseurs, se relient idéalement sans pour autant s'identifier aux droits civils de la modernité libérale et démocratique. Pour Locke, le philosophe de la tolérance et des droits civils, un État autoritaire nie la nature même de l'homme. La déclaration américaine de 1777 proclame que all men are created equal, avec des droits inaliénables, etc. La déclaration française de 89 parle aussi des droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme. Deux déclarations révolutionnaires qui, de fait, accompagnent deux révolutions et font la théorie explicitement, dans le cas américain, du droit à la révolution. That whatever any form of government becomes destructive of those ends, it is the right of the people to alter or to abolish it. Thoreau aussi fera la théorie de la civil disobedience, du droit à la révolution, comme il est dit explicitement, et il posera le primat de l'individu sur l'État. Cette liberté éthique et politique devient pour lui un mode d'être, une modalité existentielle et poétique qui s'exprime dans la vie libre, menée dans les bois de Walden et dans la rencontre fraternelle avec tous les êtres vivants. Mais de nombreuses autres voix s'élèvent contre les droits de nature. Elles contestent l'idée même d'une nature constante, universelle et éternelle. Hume écrit que the word natural is commonly taken in so many senses and is of so loose signification that it seems vain to dispute whether justice be natural or not. Selon Hobbes, l'état de nature n'est pas une idylle archaïque, mais un bellum omnium contra omnes, qui doit être corrigé et par conséquent opposé aux lois. Hobbes écrit que before there was a law, there could be no injustice, and therefore laws in their natural antecedent to justice and injustice. Leopardi aussi conteste radicalement le droit, je cite, que l'on tient pour naturel et qui en revanche est selon lui une pure convention, les fruits d'une opinion et des contingences historiques ou d'erreurs logiques. Dans cette perspective, la relation entre droit et morale est brisée. Le droit naturel en tant que forme de devoir être arbitraire est rejeté au nom de l'être,
au nom des choses qui sont comme elles sont et du mode objectif de les gérer. Personne mieux que Hegel n'a méprisé l'antagonisme entre ce qui devrait être et ce qui est. Hegel critique par conséquent les droits naturels qu'il tient pour une vaine idéalité abstraite, inférieure à la moralité supérieure qu'est l'existence concrète de l'État. Et l'État, quand il exerce une force, une violence, ne peut être jugé que par l'histoire, parce que l'histoire, pour lui, est le tribunal et même le jugement universel. On trouve aussi cette conception du droit dans la littérature. Dans la tragédie Agnes Bernauer de Hebel, remplie de pathos hegelien et historiciste, la protagoniste, innocente et pure, est brutalement sacrifiée à la raison d'État. Ses bourreaux, comme son beau-père Ernest, duc de Bavière, vénèrent son humanité douce et souffrent de devoir la détruire, mais ils sont d'avis qu'une telle action et une telle faute sont nécessaires et donc justes dans le cadre d'une perspective historique qui transcende le simple individu. Das große Rad ging über sie weg, dit le duc Ernst. Nun ist sie bei dem, der es dreht. Les lois divines non écrites, à savoir les droits humains inaliénables, sont accusées d'être des abstractions idéologiques et moralisantes, contre lesquelles on oppose la réalité de l'histoire et l'historicité concrète de toute condition humaine, inévitablement multiples. John Calhoun, un éminent politologue et homme politique états-unien de la première moitié du XIXe siècle, attaque l'idéologie égalitaire de la Déclaration américaine de 1977 et en particulier les principes selon lesquels tous les hommes naissent libres et égaux. L'égalité est pour lui, je cite, contre nature. C'est une falsification qui pollue la nature. De manière significative, il dit que l'on ne naît pas homme, mais que l'on naît enfant. Et selon lui, les enfants n'ont pas encore de droits. Et il défend aussi l'esclavage des Noirs. De manière analogue, dans l'Allemagne du XVIIIe siècle, Justus Moser, patriarche d'Osnabrück, défendait contre les partisans de Lumière la servitude de la glèbe et les institutions transmises par l'histoire, institutions qui établissaient des inégalités de tout type. De même, Barthes opposait à l'égalité révolutionnaire la diversité de l'homme historiquement et concrètement déterminée. Ce n'est pas un hasard si Moser défendait non seulement la servitude de la glèbe, mais aussi l'individualité littéraire contre les principes d'une raison dangereusement égalisatrice du goût et de la fantaisie. Mais ces historiens conservateurs, ennemis de l'égalité et parfois défenseurs acharnés de la diversité, confondent une donnée de fait avec un droit, comme si l'effet de subir une réduction des droits ou une injustice non seulement ne pouvait pas être corrigé, comme cela arrive parfois, mais ne devait pas non plus l'être, même dans les limites des possibles. Ils aussi commettent l'erreur qu'ils imputent aux justnaturalistes, parce que, refusant tout devoir être abstrait, ils font de ce qui est, de l'être, non pas une constatation, mais bel et bien un précepte, un devoir-être. Calhoun considère que la libération des esclaves est contre nature, devenant ainsi une espèce de Saint Thomas ou de Thoreau à l'envers. Marx est peut-être le penseur qui réunit de manière paradoxale la critique, parfois méprisante, du justnaturalisme et un authentique, irréductible justnaturalisme. Pour Marx, c'est l'histoire et non pas la nature qui doit apporter la libération. Et pourtant, dans la pensée de Marx demeure l'idéal d'une personnalité humaine réalisée dans la plénitude. Pour lui aussi, tout comme pour Calhoun, les hommes ne naissent pas libres et surtout, ils ne naissent pas égaux. Mais ce qui n'est pas pour lui un droit automatique, mais ce fait n'est pas pour lui un droit automatique, ou mieux, ce n'est pas la négation d'un droit, du droit à la liberté et à l'égalité. Dans la culture européenne, et en particulier dans la culture allemande, la négation croissante du droit de nature, menée au nom de la réalité historique, mènera progressivement, à partir de la seconde moitié du XIXe siècle, à la négation de l'humanité et de tout universel humain. Une littérature infinie tourne autour du conflit entre Antigone et Créon, conflit toujours réactualisé sous diverses formes. Mais Antigone est une tragédie. Elle n'offre pas une nette opposition entre l'innocence et la faute, mais un conflit
dans lesquels il est impossible pour quiconque d'assumer une position qui ne comporte pas inévitablement un certain degré de faute. Sophocles ne présente pas Créon comme un tyran monstrueux. Ce n'est pas un Hitler, mais un gouvernant dont la responsabilité de gouverner et de sauvegarder de la cité peut exiger, au nom de l'éthique de la responsabilité chère à Weber, que l'on tienne compte des conséquences pour la vie de tous d'une désobéissance aux lois positives et du chaos qui peut surgir. La solution ne peut venir que de la composition du conflit. Et chercher à composer est la mission de la politique, c'est l'essence de la politique. Quand cette dernière cède ou semble céder, Antigone ne devient pas par hasard une figure symbolique de la déchirure. En fonction de la situation historico-sociale, la liberté et la démocratie se défendent tantôt en invoquant les droits non écrits, dépositaires de l'ensemble des traditions culturelles, tantôt en invoquant la loi positive. Durant la République de Weimar, les démocrates invoquaient les lois positives contre les violences antisémites qui se répandaient, alors que les juristes et les intellectuels philo-nazis soutenaient que ces lois ne correspondaient plus aux convictions fondamentales du peuple allemand et par conséquent à son droit le plus profond, et qu'elles étaient pourtant abstraites. Durant le nazisme, en revanche, ce furent les opposants au régime nazi qui invoquèrent les lois divines non écrites contre les lois positives, raciales et liberticides. Les lois divines non écrites d'Antigone sont bien plus que de l'ancien droit transmis. Elles ne se présentent pas comme des éléments historiques, mais comme des éléments absolus. Ainsi, dans Iphigénie Tauris de Goethe, de l'avocat Goethe, Iphigénie s'oppose au sacrifice humain parce que, dit-elle, un Dieu, une valeur universelle, parle en son cœur. Mais dans ce cas de figure, comment savoir si celui qui parle est un Dieu universel ou une idole venue des obscures entrailles de l'intériorité, une idole qui tenterait de faire passer pour universelle un legs atavique? La loi est tragique parce qu'elle met en branle des mécanismes qui peuvent certes être nécessaires et réparer un mal, mais ces mécanismes sont toujours un mal mineur et jamais un bien. Entre les biens et les droits s'ouvre souvent un gouffre. Dans la Jude Infantoledo de Grillparzer, les nobles espagnols tuent, au nom de la raison d'État, la très belle maîtresse du roi, qui, parce qu'elle les rendait apathiques, mettait le pays en danger. Ils ne se repentent pas du délit commis, mais ils se sentent et se déclarent coupables, pécheurs et prêts à expier. Ils disent qu'ils ont agi das gute Wollend, aber nicht das Recht. Loi et droit sanctionnent donc ce péché originel, cette impossibilité de l'innocence à exister. Et c'est ce point qui, bien qu'il oppose poésie et droit, les rapproche aussi bien, parce que, comme l'écrit Salvatore Sassa dans un passage du roman Il giorno giudizio, je cite, « Le droit est terrible comme la vie ». Et la littérature, vouée à raconter la vérité nue de la vie sans hésitation moralisante, ne peut pas ne pas percevoir la proximité dangereuse de cet élément terrible. C'est le droit civil, plus que le droit pénal, qui met à nu cette désolation. Le droit civil nous confronte avec la misère la plus noire du cœur humain, père contre fils et fils contre père, à cause de 2 misérables francs, à cause d'héritages, même modestes, qui détruisent les sentiments de toute une vie. De nombreux récits de Balzac mettent en scène la sordide puissance de l'intérêt qui détruit l'homme, ou les mécanismes juridiques manipulés à son service. C'est surtout dans le colonel Chabert qu'il y a une page formidable sur l'aspect terrible de ceux qui s'occupent de la loi. C'est surtout dans l'Allemagne romantique qu'une singulière alliance s'est opérée entre poésie et droit, ici compris comme droit coutumier et non comme lex positive. Les frères Grimm, grands philologues et grands lettrés, étaient également juristes. En rassemblant leurs célèbres contes, ils avaient l'intention de sauver le grand patrimoine du bon vieux droit, à savoir les coutumes, les traditions et les usages locaux qui expriment le caractère du peuple allemand. Au fil des années, ces patrimoines s'étaient conservés dans la littérature populaire. Au même moment, éclatait en Allemagne une fascinante controverse juridique entre, d'un côté, Thibaut, qui voulait donner un code civil unitaire et unificateur à l'Allemagne, à savoir un code basé sur le modèle napoléonien,
capable de rendre tous les citoyens égaux devant la loi et de se débarrasser des privilèges féodaux. Et de l'autre côté, Savigny, qui voulait au contraire défendre la variété, les diversités locales, les différences et les inégalités de l'antique droit commun coutumier, expression du Saint-Empire romain germanique. Naturellement, en fonction des circonstances, ce sera l'une ou l'autre de ces positions qui se trouvera en mesure de défendre correctement la liberté des hommes. Le modèle unificateur pourra déboucher sur un aplatissement tyrannique de la diversité ou, au contraire, sur une sauvegarde démocratique des droits de tous les hommes. Dans l'Allemagne romantique, la polémique entre Thibaut et Savigny a profondément influencé la littérature. Charles Nodier expliquait la richesse de la prose fantastique en Allemagne par, je cite, la multitude des circonscriptions locales et des usages particuliers, à savoir par les particularismes issus du Saint-Empire romain germanique, empire qui, fractionnant les pays en d'innombrables petits États et la société en classes et corporations stratifiées au cours des siècles, faisait commencer les nouveaux et les différents et l'étrange, das Wunderliche, das Wunderbare, aux portes de chaque petite ville et de chaque quartier. C'est un monde peuplé, comme dans les romans et récits de Jean-Paul ou de Hoffmann, de personnages qui circulent dans un droit devenu maniaque et fixation destructrice. Conseillers secrets des chancelleries, référendaires, archivistes, érudits locaux, recteurs des collèges piétistes, magistrats, savants fascinés par les particuliers et l'extravagant, voire même les monstrueux, par l'alinéa et par l'exception, dans un rapport obsessionnel entre un rêve de totalité et la réalité de l'infime. Heine commence sa carrière comme chantre du droit traditionnel, de ses particularités et de son unité organique consolidée par les siècles, et dont on trouve un écho dans le Volkslied. Plus tard, il s'apercevra que cette tradition transformée en droit est un aspect de la Deutsche Misere, de l'arriération du caractère allemand et de la séparation injuste des corps sociaux. Le poète Heine deviendra le champion de Napoléon et du code napoléonien, voyant dans son action unificatrice la création d'une nouvelle totalité épique moderne. Et les drames de Schiller, dans la manière dont ils mettent en scène les dilemmes de la liberté, sont profondément empreints des problématiques juridiques, depuis Marie Stuart jusqu'à Wilhelm Tell. Schiller se confronte avec la légitimité du pouvoir, avec la possibilité d'un droit de faire la révolution, avec les droits humains et leur situation historique. Les saints communs opposent volontiers la passion et la poésie à cette forme d'irrationalité qu'on trouve non tant dans les droits que dans la loi. C'est surtout le formalisme de la loi qui apparaît chicanier, aride, et qui semble refuser la chaleur humaine. Encore une fois, il revient à la grande littérature de débrouiller les imbroglios de la vie en débrouillant par là même les imbroglios du formalisme juridique, apparemment plus chicanier et qui au contraire révèle son caractère nécessaire parfois dans la défense de l'humain. Dans Le Merchant of Venice, Shakespeare montre comment Portia, déguisé en avocat très subtil et vétilleux, sauve l'humanité, la justice, la passion et la vie grâce au recours à un formalisme juridique des plus sophistiqués qui autorise Shylock à prélever un livre de chair du corps d'Antonio, mais sans verser une seule goutte de sang. Ce n'est pas l'appel chaleureux à l'humanité, au sentiment et à la justice qui sauve la vie d'Antonio, mais c'est le recours froid et avocacier à la lettre formelle de la loi. Cette froideur logique sauve les valeurs chaudes. Elle sauve non seulement la vie d'Antonio, mais aussi l'amitié entre Antonio et Bassanio. Surtout, elle sauve l'amour de Portia Bassanio, amour d'abord troublé par l'angoisse de Bassanio pour le sort de son ami. Forever shall you lie by Portia's side with an unquiet soul, dit la femme à son aimé, décidant alors de le libérer de cette inquiétude qui obscurcit son héros en libérant Antonio grâce aux chicanes légales. Une littérature nombreuse a vu le droit avec rancune, n'y trouvant qu'aridité, que prosaïsme, pour mieux l'opposer à la poésie et à la morale. Au nom de la vie, les orateurs rhétoriques méprisent souvent la démocratie et la logique en tant que valeurs froides qu'ils opposent aux valeurs chaudes du sentiment. Mais ces valeurs froides sont nécessaires pour stabiliser les règles et les garanties de sauvegarde des citoyens, règles sans lesquelles les individus ne seraient pas libres et ne pourraient pas vivre leur chaude vie, selon l'expression de Saba. À la différence de celui
qui se revendique des raisons profondes du cœur et qui ne pense en réalité qu'à l'existence de son propre cœur, la loi part d'une connaissance plus profonde du cœur humain, parce qu'elle sait qu'il existe tant de cœurs, chacun avec ses mystères insondables et ses passions ténébreuses. Précisément pour cette raison, la loi sait que seules des normes précises, à même de protéger chacun de nous, permettent à l'individu de vivre sa vie irréversible, de cultiver ses dieux et ses démons, sans être empêché ni opprimé par la violence des autres individus. Car les autres sont, tout comme lui, en proie à d'inextricables complications du cœur, mais ils sont souvent plus forts que lui, comme les bagnards libérés par Don Quichotte sont plus forts que lui et les malmènent brutalement après avoir été libérés par lui. La raison et la loi ont souvent plus de fantaisie que le cœur, car le cœur est seulement capable de sentir ses propres et inextricables complications. Il est incapable d'imaginer qu'existent aussi bien les complications des autres cœurs. Les législateurs qui punissent la corruption dans les contrats publics d'adjudication des travaux est un artiste qui sait imaginer la réalité, parce qu'il ne se contente pas de voir dans un cas de corruption la violation abstraite d'une norme, mais par exemple le médiocre équipement que reçoit un hôpital en lieu et place des équipements efficaces qu'il aurait eu grâce à une mise au concours réglementaire sans la corruption. Derrière les délits, il y a donc des malades moins bien soignés, des individus concrets qui souffrent. Les anciens savaient qu'il peut y avoir de la poésie dans l'acte de légiférer. Ce n'est pas un hasard si de nombreux mythes disent que les poètes furent aussi les premiers législateurs. Merci. Grazie. Grazie. Merci, Monsieur Claudio Magris, pour de nous avoir partagé un travail en cours, mais qui sera peut-être un livre alors, si je comprends bien, et une lecture pour nous future. Cette cérémonie est maintenant terminée. Merci beaucoup d'avoir été présents. Mais n'hésitez pas à vous attarder. Il y a d'une part des livres qui sont à vendre à la sortie. Il y a aussi des brochures que nous faisons paraître, nous, la Fondation, à l'issue de chaque prix. Nous en avons pris quelques-unes du dernier prix et des précédents. Celles-là, elles sont gratuitement à votre disposition. Vous pouvez partir avec. Et puis, il y a un buffet qui vous attend. Merci de l'honorer et bon retour à chacun d'entre vous.